que je me rappelle que ce jour-là, je suis rentrée chez moi en pleurant et j'ai dit à ma mère maman, si il nous mord nous, on le garde et on l'assume. Et ma mère, elle m'a dit ça me paraît évident. J'étais dans un truc de j'ai pris une décision, je l'assume, c'est ma responsabilité maintenant et j'irai jusqu'au bout, coûte que coûte. Mais par contre, je me rendais compte que en termes de charge mentale et logistique, ça allait être vénère, quoi. À la question « Est-ce qu'on peut à la fois aimer profondément son chien et à la fois trouver ça parfois très lourd à porter ?» La réponse est oui, et Jeanne nous en livre un parfait témoignage. Jeanne est aujourd'hui comportementaliste canin, après avoir été agent animalier en refuge, mais elle est surtout la dog mom de 2 chiens adoptés adultes au parcours lourd et complexe. De son expérience de la réactivité au diagnostic de leishmaniose et l'impact d'une maladie chronique au quotidien, en passant par le deuil du chien rêvé, Jeanne revient avec sincérité sur la décision forte d'adopter 2 chiens de refuge considérés comme implaçables pour leur offrir enfin une vie hors des box. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la niche qui explore la place du chien dans nos vies et dans notre société. Moi c'est Claire, je suis éducatrice et comportementaliste canin spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Ma mission, vous aider à comprendre votre chien pour mieux vivre avec lui grâce à un accompagnement personnalisé et des ressources accessibles. Dans la niche, c'est un rendez-vous presque hebdomadaire pour tous les dog parents. On y trouve des témoignages, des échanges avec des pros, des réflexions personnelles et des capsules pratiques pour mieux vivre avec son chien au quotidien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Jeanne. Salut Jeanne. Salut Claire. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça va bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir au micro. Merci d'avoir répondu à mon appel, mon appel à témoignage. Je suis ravie de te rencontrer par cette occasion et j'ai très hâte de discuter avec toi. Pareillement, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis trop contente d'être là. Trop chouette. Tu veux te présenter ? Ouais, je m'appelle Jeanne, j'ai 29 ans. Je suis éducatrice comportementaliste depuis, ça va faire 1 an là. Et avant, j'ai travaillé depuis 2019 en tant qu'agent animalier dans un refuge. Trop cool, trop chouette. Et en plus, tu as une expérience de la dog parentalité assez grande. Donc, c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui. Tu veux nous présenter un petit peu tes loupiaux ? Ouais, alors je vis avec Icar, qui est un croisé berger porté-fenêtre qui est né en 2013 et qui vit avec moi depuis 7 ans. Donc il va avoir 12 ans cette année. Okay. Que j'ai adopté à la SPA de Chamarande où j'ai travaillé après l'avoir adopté. D'accord. Je vis avec Esco depuis 4 mois qui a passé quasiment toute sa vie à la SPA de Chamarande et qui vient de fêter ses 9 ans. Et avec Munel, petite chatte, pareil, que j'ai récupérée à la SPA à la base en famille d'accueil avec ses chatons, mais bon, je n'ai pas réussi. On connaît. Ok, trop bien. C'est trop chouette, c'est assez rare, en tout cas dans le podcast, d'avoir des parcours comme ça avec des chiens qui sont arrivés déjà bien adultes. Donc je pense que c'est une chouette expérience aussi assez différente. Comment ça s'est passé pour toi, le rapport aux animaux et aux chiens notamment ? Est-ce que tu as toujours grandi entouré de chiens ? Est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard ? Ça s'est fait comment pour toi ? Ouais, j'ai toujours grandi entourée de chiens. Mon père, il a toujours eu des épagnols bretons. Il est en folie dessus. Donc, j'ai grandi avec des épagnols bretons. Ma mère, quand j'étais petite, avait un tervuren aussi. Bon, moi, j'ai pas trop de souvenirs, mais du coup, j'ai vraiment grandi bébé avec 2 chiens, quoi. Ouais. Et après, tout au long de la vie, il y a toujours eu des chiens à la maison jusqu'à que je m'en aille. Donc, j'ai un peu baigné dedans. Et puis, il y avait pas mal de chiens aussi dans l'entourage, la famille, les cousins et machin. Ok. Donc, ouais. Très bien. Et du coup, Icar, c'était ton premier chien à toi ? Ouais, Icar, c'est mon premier chien à moi. Ok. Tu peux nous raconter un peu comment est-ce qu'il a débarqué ? Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pour projet d'avoir un chien. Et puis, je sais pas pourquoi, assez naturellement, ça a été l'adoption en refuge qui s'est profilée. J'ai pas du tout imaginé aller chercher un chiot. Et du coup, j'ai commencé tout simplement à aller regarder sur les pages des refuges aux alentours. Et du coup, il y a un refuge près de chez moi dans le 91. Et je suis tombée sur sa photo. Petite description un peu, Icar est un grand sensible, tout ça. Donc, ça m'a un peu intriguée. Et il fallait aussi qu'il soit OK chat, parce que j'avais un chat déjà à ce moment-là, quand je vivais en appartement d'ailleurs. Et donc, il fallait quand même qu'il réponde à des critères OK absence, OK appartement, OK chat.
Ouais. Et du coup, ça collait avec Icar et je suis allée le rencontrer du coup à la SPA. Donc j'y suis allée plusieurs fois parce que c'était un chien qui n'était pas facile et ça je l'ai compris la première fois que j'y suis allée. Ils me l'ont préparé, ils m'ont laissé partir en balade avec lui. Ils m'ont dit bon bah vous le regardez pas, vous le touchez pas, vous faites votre vie, voilà, puis vous revenez et vous nous faites un petit topo. Et Ok. effectivement pendant la balade, ils m'ont regardé un peu de travers. Ils n'étaient pas très très à l'aise avec ma présence, donc j'ai bien écouté les conseils. J'avais pas envie de me faire bouffer, donc voilà, je l'ai pas touché. Je lui ai un peu raconté ma vie, mais voilà. Et puis on est rentré au refuge et du coup il a fallu que je revienne plusieurs fois et il fallait aussi que je revienne avec, à ce moment-là je vivais avec mon frère et ma mère dans l'appartement, donc il fallait évidemment que je vienne avec mon frère et ma mère pour qu'ils les rencontrent en amont et que l'adoption puisse se faire en toute sécurité quoi. Ok. Trop bien. Voilà. C'était quoi, du coup, le profil d'Icar? Comment il était décrit? Pourquoi est-ce qu'on te demandait d'avoir un peu ce protocole de sécurité avec lui? Alors Icar c'est C'était quoi son un gros histoire? réactif humain. Ouais. Son histoire, en gros, il s'est retrouvé tout petit en refuge. Alors, c'était pas une SPA, c'était une petite asso dans le sud de la France. Il avait ni la fratrie ni la mère, donc il s'est vraiment construit en box, quoi, tout chiot. Il a été adopté une première fois par un monsieur qui finalement n'avait plus le temps de s'en occuper, donc l'a donné à sa maman. Sa maman finalement ne voulait plus s'en occuper, donc elle l'a donné à un couple de jeunes. Et le petit couple de jeunes l'a ramené à l'assaut de base en disant il s'énerve sur les gens dans la rue, nous on n'arrive pas à gérer ça, puis on n'est pas prêt, donc on le ramène à l'assaut. Il avait 11 mois à ce moment-là. Donc en 11 mois, il a fait 3 familles différentes et un aller-retour refuge. Ensuite, Wow. ce qui s'est passé, c'est que l'assaut, du coup, qui était une petite structure, avait pas trop les outils, ni peut-être les agents pour gérer des chiens compliqués. Du coup, il a Mhm. été transféré à la SPA de Millau, où il est resté 1 an ou 2, ou 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a eu des accidents parce qu'il était en 3/4 à l'évaluation comportementale. Donc, il n'était pas proposé à l'adoption. Il était considéré comme trop compliqué. Et voilà. Et le problème, c'est qu'il est resté plus d'1 an au refuge sans qu'il se passe rien et les agents n'arrivaient pas forcément à avancer avec lui. Donc la SPA de Millau l'a transféré à la SPA de Chamarande, qui est dans le 91 en Ile-de-France, parce qu'à ce moment-là, c'était un peu une SPA qui était un peu connue aux yeux du monde de l'association pour avoir pas mal de chiens compliqués et avoir des agents animaliers qui étaient plutôt à l'aise avec ça. Donc D'accord. il a été envoyé là-bas. Il y est resté 1 an de plus et il a été adopté 2 fois. Une fois par un couple qui s'est un petit peu emballé avec lui, qui ont fini par le lâcher. Il a sauté à la gueule d'un enfant. Voilà, il n'y a pas eu de morsure, hein, mais ils ont eu très très peur et ça me paraît évident. Oui. Donc ils l'ont ramené. Ensuite, il a été adopté par une dame qui vivait en appartement, qui avait vraiment beaucoup d'absence. Il s'est rien passé de particulier, mais apparemment elle l'a ramené en disant il me fait peur, je me sens pas de vivre avec lui au quotidien et voilà. Donc il a fait en tout 3 refuges et 5 adoptions, 5 retours d'adoption. Chilou. Ouais. Donc voilà, autant te dire que c'est un petit peu un chien abîmé. Ouais, ouais, j'imagine. Ok. Et du coup, donc toi, tu l'as rencontré d'abord sur photo, avec, Ouais. j'imagine, une brève description, mais pas tout cet historique-là. Non. Comment ça, t'en étais où, toi, dans ton projet d'adoption? Est-ce que ça a été évident pour toi? Quand est-ce que tu as eu ces infos-là aussi? Parce que des fois, on les a pas forcément tout de suite et on Mm, découvre un peu le poteau rose mm. après, enfin, au fur et à mesure. Comment ça s'est fait pour toi? Ils ont été très clairs pour le coup. Alors, j'avais pas tout l'historique. L'historique là que je viens de te faire, je l'ai eu plus après en envoyant un mail justement à la SPA de Millau où il était avant. Mais par Mhm. contre, ils ont été ultra transparents sur le fait que il fallait pas déconner, que c'était un chien qui pouvait aller à la morsure, qu'il y aurait du travail, qu'il allait falloir. Je pourrais pas faire rentrer des gens comme ça chez moi. Enfin voilà, il y avait tout un tas de trucs à mettre en place et surtout de sécurité qu'il fallait vraiment que je comprenne. Ouais. Écoute, je sais pas trop pourquoi, ça m'a pas du tout arrêté. Je pense honnêtement un peu d'inconscience et de pas trop de conscience justement de ce que ça allait représenter au quotidien. J'ai assumé hein, évidemment, mais c'est vrai que je pense que je me rendais pas compte à quel point ça allait pouvoir être compliqué
et à quel point potentiellement il pouvait être dangereux pour les gens qui m'entouraient, quoi. Ouais. Mais eux, ils ont été vraiment transparents là-dessus pour le coup, et c'est juste moi qui étais un peu candide, quoi. Ouais, et puis en même temps, je pense que tu peux pas, enfin, sauf si tu as déjà fait l'expérience d'un profil de chien atypique, Ouais. on s'entend, mais Mm. en tout cas, voilà, avec de la prise en charge derrière, je pense que tu te rends pas compte de ce que ça veut dire en fait. Non, 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 clairement pas. Et puis moi, les chiens avec lesquels j'ai grandi, faut voir, hein. C'est vraiment les petits C'est pas chiens miel. trop mignons, Ouais. hyper sociables, chiens, chats, humains, tout ce que tu veux, enfants. Donc non, non, j'ai été à des années-lumière d'avoir eu des expériences avec des chiens compliqués, hein, Ok. clairement. Et tu disais que du coup à ce moment-là, tu vivais avec ta mère et ton frère. Ouais, Pour eux, ils t'ont fait confiance et genre ouais. vas-y go, ou ils ont quand même tiqué un peu quand Non, ils ont eu ces infos. pour le coup, ils ont pas du tout tiqué. Je pense que les deux, on est un peu pareil, les trois là-dessus. On était en mode, ah bah trop bien, on va sortir un chien du refuge. Ça fait 4 ans et demi qu'il est en refuge, t'imagines, on va lui offrir une super vie et tout. Donc c'était vraiment ça qu'on voyait, je pense, plus que à quel point ça allait pouvoir être compliqué, quoi. Donc non, franchement, Ouais. ils étaient hyper partants. Je les ai pris avec moi une journée une après-midi pour qu'on aille le rencontrer. Au final, on pensait juste le voir et revenir le chercher plus tard. Et en fait, en discutant avec les agents, bah, on est reparti avec ce jour-là. Ok, Ouais. trop chouette. Donc du coup, il arrive à la maison. Il arrive à la maison. Moi, en plus, n'importe quoi, mais franchement, je travaillais le soir. Je travaillais au McDo à ce moment-là. Donc, je travaillais en mi-temps, tu sais, week-end, le soir de semaine et tout. Et du coup, il est rentré dans l'appartement avec ma mère et mon frère. Et moi, je suis allée travailler. Et je suis rentrée à 23h, alors que le chien, il m'avait même pas vraiment intégré dans son paysage, quoi. Donc, heureusement qu'il m'a reconnue et ça s'est bien passé quand je suis revenue à la maison. Mais là, Ouais. pareil, petite prise de risque un peu inutile, mais par chance, ça s'est bien passé. Ouais. T'avais quel âge à ce moment-là? T'étais toute jeune, non? J'avais 21 ans. Ok. Mm. Ok. Ouais, j'étais un Ouais, bébé. donc oui, on est emballé, quoi. On est emballé par le projet. Oui. Ok, trop bien. Comment ça se passe, du coup, cette introduction dans cette nouvelle famille pour Icar? Et bah écoute, c'est assez compliqué. Les 2-3 premiers jours, il est complètement inhibé. Donc je me dis, bon, bah ça va. Au bout du troisième, quatrième jour, il commence à s'énerver un petit peu sur les gens qu'on croise dans les petites balades de quartier. Il faut savoir qu'en plus, à ce moment-là, j'habitais vraiment dans un gros quartier avec que des immeubles. Enfin, il y a des gens partout. Si je suis dans la cage d'escalier, je peux croiser des gens. Donc voilà, je commence à vite me rendre compte que ça va être compliqué, qu'il réagit fort, il réagit très fort. Il peut se mettre dans des états, mais de rage hein, presque, avec la bave qui mousse et tout, un truc bien bien volant. Il m'avait Ok. prêté une muselière en me disant vous allez en avoir besoin. Donc j'ai dégainé la muselière et je le sortais. En fait, il était tout le temps muselé, tout le temps attaché. Et ouais, je me suis vite rendu compte que l'environnement était vraiment super stressant pour lui. Donc j'ai mis des stratégies assez vite en place naturellement je vais sortir tôt le matin, tard le soir et l'après-midi ce sera des petites sorties hygiéniques en vite fait et avec des stratégies d'esquive des gens quoi. Et en plus, à ce moment-là, il réagissait pas du tout que sur les jeux humains, il réagissait aussi sur les vélos, sur les joggers, sur les chiens, sur les chats. En fait, tout ce qui bougeait, tout ce qui était Ouais. vivant, Ouais. il réagissait vachement fort, quoi. Ok. Ok. Et c'est étonnant parce que du coup, tu habitais quand même en ville Ouais. et la SPA, ils n'ont pas tiqué sur l'environnement dans lequel il allait être Non, adopté. c'est ce que je me suis dit. Après, pour le coup, en plus, moi, je me suis retrouvée à la place d'agent animalier et on en Oui. discutait avec les collègues et on se disait, mais jamais on aurait laissé partir Ricard à Longjumeau dans le 80 en appartement. Mais il était déjà parti en appartement, ça s'était bien passé. Je sais pas. Est-ce que soit les agents se rendaient pas compte à quel point ils pouvaient être bouillants dans un milieu comme celui-ci, ou Mhm. est-ce qu'ils étaient un peu dépités et un peu en mode, si on trouve quelqu'un qui est partant pour s'engager avec lui, on y va, quoi. On rate pas l'occasion. Ouais. Je pense que peut Ouais. y avoir de Il y ça avait un aussi peu de quand t'as ça. un chien qui Ouais. a passé plus de 4 ans en boxe, Mhm. t'as envie de tenter, quoi, des fois. Ouais. Donc voilà, je sais Ouais, pas ouais. trop Puis pourquoi, mais après, c'est vrai voilà, de que toute façon, il y a aussi toujours ce gap, le chien au refuge et le chien, une fois qu'il est complètement. propulsé dans sa nouvelle vie, Ouais, ça peut être deux chiens complètement différents, ouais, dans le bon comme dans le moins bon, hein, ouais. d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est un peu un pari à prendre à un moment donné, quoi. Enfin, faut Bah se oui, lancer, et en quoi. plus d'ailleurs, ça me fait penser que le jour où moi je l'ai rencontré, en gros c'était le chef d'équipe de la SPA de Chamarande qui s'en occupait principalement. Et la première fois que je l'ai vu, il a ouvert le box,
Icar est sorti en libre. Il a traversé la petite SPA. Il y avait des gens, hein, il y avait des adoptants qui se baladaient. Il est allé jusqu'à la réserve où il y a les harnais, les laisses et tout. Il s'est fait préparer, il m'a donné la longe et je suis partie en balade avec lui. Mais moi, c'est inconcevable maintenant que je vis avec lui de me dire que je l'aurais lâché au milieu d'humains inconnus. Enfin, tu vois, à Longjumeau, là où j'habitais, je le détachais, il chargeait les gens, quoi. C'était sûr et certain. Bah, en fait, je pense qu'il y avait un truc aussi de, effectivement, comme tu dis, il y avait des grosses différences entre son comportement au refuge et son comportement en dehors, quoi. Ouais. Il y avait une part d'inhibition au refuge. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok, waouh. Donc, ok. Et comment tu le vis, du coup, de constater ça? Est-ce que c'était... parce que j'imagine, on s'attend pas... personne ne s'attend à ça et se prépare à ça. Donc, comment tu découvres un peu cet Icar? Bah, c'était dur. Franchement, c'était super dur parce que plus pour moi, j'avais un sentiment de culpabilité. J'avais l'impression d'avoir fait une erreur, mais pour lui, pas pour moi, tu vois. Pas pour ce que ça impliquait dans ma vie, plus pour lui de me dire, je l'ai emmené dans un environnement qui lui correspond pas du tout. Il est en panique à partir du moment où on met un pied dehors, mais comme on habite en appartement, bah, on n'a pas le choix. C'était assez difficile et je sais que assez vite, j'ai eu un accident où je l'ai emmené dans un parc. Il était muselé, Dieu merci. Mais je l'ai détaché dans un coin d'un immense parc et j'étais au bord des champs, il n'y avait vraiment personne. Et puis, il s'était rien passé jusqu'à maintenant, à part de la réactivité en laisse. Et en fait, là, je le détache, je m'emballe et il y a un vélo qui déboule à ce moment-là. Il a coursé le vélo en lui mettant des coups de muselière dans le pied jusqu'à ce que le mec s'écrase au sol. Donc moi, j'arrive en courant, je récupère mon chien en panique, je tremble, je pleure, je suis désolée, je m'excuse et tout. Le mec est muet, il n'arrive pas à parler tellement il a eu peur. J'ai eu vraiment de la chance, ça s'est bien fini, mais on n'a pas tenu rigueur. Et puis comme il était muselé, il n'y a pas eu de morsure. Mais je me rappelle que ce jour-là, je suis rentrée chez moi en pleurant. Et j'ai dit à ma mère, maman, si il nous mord, nous, on le garde et on l'assume. Et ma mère, elle m'a dit, bah, ça me paraît évident. Donc voilà, dans quel état d'esprit j'étais. J'étais dans un truc de, j'ai pris une décision, je l'assume, c'est ma responsabilité maintenant et j'irai jusqu'au bout, coûte que coûte. Mais par contre, je me rendais compte que, ouais, en termes de charge mentale et logistique, ça allait être vénère, quoi. Ouais, et puis en plus, du coup, il avait déjà son évaluation comportementale qui lui est très homéopathe. Alors, je sais pas si ça dure toute la vie du chien ou si à un moment donné, ça reset un petit peu. Bah surtout quand ils sont en 3/4, théoriquement, dans pas mal de refuges, ils sont automatiquement pas plaçables. Et du coup, il faut les réévaluer pour qu'ils soient revus, que la note elle soit revue à la baisse. Et à ce moment-là, ils peuvent passer à l'adoption. Donc lui, c'est ce qui s'était passé. Il avait été réévalué par une comportementaliste et il était repassé en 1, ce que je trouve absolument aberrant. Mais petit peu dangereux. au moins un petit 2, quoi. Petit challenge. Mais bon, l'idée, c'était vraiment juste qu'il puisse repasser à l'adoption administrativement parlant. Et voilà. Okay. Et en plus, la réalité, c'est que pour les adoptants, en fait, c'est un chien. Moi, en 4 heures, j'étais le dieu de sa vie. Hein. Vraiment. C'est ce que Donc, j'ai c'est un chien demandé, qui, pour les adoptants, en fait, représente pas de risque. Vraiment. C'est plus pour l'environnement que ça va être compliqué. Ok. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, à quel point le lien s'est fait rapidement, parce qu'effectivement, c'est toujours un peu à double tranchant, mais c'est vrai que c'est un chien qui malheureusement a été quand même placé plusieurs fois, donc la confiance en l'humain peut être quand même un peu altérée, ou au contraire, il jette son dévolu sur la première personne qu'il aime un petit peu. Du coup, là, ça a été plutôt ce topo-là. Bah, je pense que c'est ça qui s'est passé chez Icar, c'est qu'il a perdu toute confiance en l'humain. Par contre, il a fait 5 adoptions, donc ça veut dire 5 rencontres en refuge. Et en fait, rencontrer des humains en refuge, il savait ce que c'était, il savait ce que ça représentait. Donc nous, ça s'est fait hyper facilement. Il n'a jamais réagi une seule fois sur ma mère, mon frère ou moi, tu vois. Parce que, en fait, il connaissait le contexte, il savait ce qui potentiellement pouvait se passer quand il rencontrait des humains au refuge. Et du coup, avec les humains qu'il rencontrait au refuge, ça se passait bien. Et une fois qu'il avait son cocon, son petit foyer, alors il n'y a plus personne qui pouvait rentrer, quoi. Tiens, moi. Oui, c'est ça. Ok, waouh. Ok, donc du coup, à ce moment-là, t'es quand même... tu prends conscience de finalement tout ce que ça va impliquer, mais néanmoins, tu te poses pas la question de savoir si on y va quand même ou si on s'arrête là? Non, je me suis... Franchement, mais ça m'a même pas traversé l'esprit, pour être honnête avec toi. Et de toute façon, je
Je crois qu'il y avait une part de moi qui me suis dit mais ça ne marche pas comme ça, on peut pas ramener un chien au refuge. Moi je savais pas que c'était possible de ramener un chien au refuge, donc je suis vraiment partie du principe je l'ai adopté, je l'adopte quoi. Enfin maintenant c'est mon choix, ma décision et j'assume. Donc, ça m'a même pas traversé l'esprit honnêtement. Ok. Du coup tu t'es fait accompagner alors, tardivement, pas tout de suite. Il m'avait filé un numéro d'un éduc et je sais pas pourquoi, je l'ai pas contacté. Et au final, j'ai bien fait parce que quand j'ai commencé à me renseigner et à gagner en compétences là-dessus, j'ai compris qu'il m'aurait plus abîmé le chien qu'autre chose. Donc heureusement que j'y suis pas allée. J'ai commencé à avoir un éduc peut-être 2 ans après son adoption. D'accord. J'avais commencé la SPA en tant qu'agent animalier depuis peu. Et c'est en discutant avec les agents que, effectivement, ils m'ont dit ça pourrait peut-être bien de te faire accompagner par quelqu'un qui t'aide. Par exemple. Qui t'aide à gérer. Voilà. Du coup, j'avais été voir un éduc à ce moment-là. Et malheureusement, je n'avais pas encore beaucoup de compétences. Alors, il n'y avait pas de coercitif, il n'y avait pas de violence physique, mais par contre, pas mal d'immersion. Et ça marchait super bien sur Icare, l'immersion, c'était incroyable. Et je rentrais chez moi et je disais à ma mère, waouh, aujourd'hui on a traversé un centre commercial avec le chien démuselé. Et ça s'est super bien passé. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, oh, ce risque. Mais j'ai des frissons quand j'y pense. Hein. Franchement, c'est un chien qui a la morsure très facile. Donc ça aurait pu virer au carnage cette histoire. Mais du coup, malheureusement, j'ai fait pas mal d'immersion avec et j'ai pas tout. Bon, j'ai vite jeté ça à la poubelle parce que grâce à mon expérience d'agent, j'ai vite appris des choses et j'ai vite mis l'immersion à la poubelle. Mais ouais, j'ai vu un éducateur qui m'a pas fait que du bien à mon chien. Voilà. Ok. À quel moment tu décides de venir de rejoindre du coup la SPA pour y travailler, parce que c'est un gap il y a quand même un gap entre les deux, entre adopter et aller y travailler. Qu'est-ce qui t'a décidé? Et je crois que c'est lui qui m'a décidé, mon passage en refuge pour l'adoption et mon quotidien avec lui. Et je me cherchais un petit peu à ce moment-là, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et j'ai toujours voulu travailler avec les animaux comme beaucoup d'enfants, quoi. Et à ce moment-là, je sais pas, j'ai eu un tilt de tiens, si j'allais déposer un CV à la SPA. Et j'avais rien à mettre dans ma lettre de motivation, donc le seul truc que je pouvais mettre c'était j'ai adopté Icare chez vous l'année dernière. Et en fait la responsable elle a dit ok, on la prend. Gage de qualité. Et j'ai été prise comme ça, mais vraiment je l'ai fait au culot pour le coup. Ouais. Ok. Et pendant ces 2 ans, du coup ce que tu mets en place avec lui pour on va dire adoucir un peu le quotidien, comment est-ce que ça se passe? Parce que un chat comme ça demande quand même d'avoir les bons outils, de le mettre en sécurité quand même souvent. Donc bon, il y a les changements, les aménagements d'horaire, de l'élevage, généralement c'est ça qui nous vient un petit peu en premier, mais pour la suite, comment ça s'est fait? Est-ce que en fait, finalement, jusqu'à quand est-ce que tu as un peu galéré avant de trouver de l'aide? Est-ce que tu as trouvé de l'aide tout de suite? Ou est-ce que ça a mis beaucoup d'expérimentation avant ça? Non, j'ai galéré pendant très longtemps, honnêtement. J'ai beaucoup expérimenté seule. Et bon, il y a plein de trucs que j'ai mis, qu'on a mis assez naturellement en place, mais qui étaient nécessaires. Genre, s'il y a des invités, tu vas dans une pièce tranquille, tu dors sur le lit, tu fais ta vie. Mais il était tout le temps à l'écart s'il y avait des gens qui venaient à la maison, déjà. Pareil en extérieur, du coup, je le détachais jamais. Il était tout le temps muselé parce que c'était impossible pour moi de prendre le risque. Et en plus, quand tu habites en banlieue, t'as pas d'étendue de champ avec une visibilité de dingue pour pouvoir anticiper et tout, donc ça pose vite problème. Par contre, ce qui s'est passé de très cool, c'est que quelques mois après son adoption, on a déménagé en maison avec un grand jardin et un peu plus au sud du 91, donc où il y avait beaucoup plus d'espaces verts, des champs justement, un peu de forêt et tout. Et ça, pour le coup, tu vois, quand on a changé d'environnement, il a vachement progressé. Et pourtant, je le sortais moins parce que le jardin faisait que je lui ouvrais, j'en profitais. Moi, j'ai pris une petite pause aussi à ce moment-là, je te cache pas. Donc, on sortait une fois par jour et au début, je crois que je faisais une demi-heure de balade par jour. Et en fait, il a progressé, mais un truc de dingue parce que il se sentait beaucoup plus en sécurité. Il pouvait dormir aussi convenablement parce qu'à l'appartement, ce qui posait problème aussi, c'est que pas très bien insonorisé, donc les allers-retours le réveillaient, le stressaient, il se mettait à grogner, à aboyer. Là, il était au calme.
il était en sécurité, il se sentait bien émotionnellement parlant. On allait faire des balades qui n'avaient rien à voir, où je pouvais lui mettre une grande longe. Il commençait à avoir de la semi-liberté. J'ai commencé à le détacher aussi parce qu'il n'y avait jamais un pélo qui vive. Donc vraiment, ça a changé vachement de choses, même sans vraiment avoir un aspect éducatif, désensibilisation et tout, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que des fois, déjà, le changement d'environnement, Ouais, effectivement, c'est toujours un gros gap dans la progression. Et puis après, effectivement, de voir en fait juste de la progression et de l'apaisement et tout, ça renforce un peu dans l'idée de se dire, ok, bon, bah, on attend de voir aussi comment ça se passe, complètement. parce que je pense qu'il y a quand même une part de ça. Face à tout problème, on a toujours envie que, Oui. par miracle, ça s'évapore. Oui, j'y ai cru C'est pendant assez humain, longtemps. c'est normal. Ouais. Ok, ça marche. Dans le mail que tu m'as écrit, tu m'as indiqué que du coup, Icar, il était atteint de leishmaniose. Quand est-ce qu'il est arrivé ce diagnostic du coup? Alors, il est arrivé il y a 5 ans, il me semble, c'était en 2020. Ouais, année Covid. Ça faisait déjà 1 an que je bataillais, que j'allais de veto en veto, parce qu'il avait pas mal de symptômes. Déjà, il avait un bel amaigrissement, il avait quasiment plus de muscles au niveau du faciès. Il a perdu pas mal de muscles aussi sur son corps. Et puis, il a commencé à avoir un truc un peu particulier qui était le haut de ses oreilles qui se mettait à saigner. Il avait des croûtes. Ça faisait un peu comme une petite nécrose, quoi, presque. Une plaie qui était là un peu constamment. Et en fait, j'allais de veto en veto. Puis, un coup, c'est les mouches. Un coup, c'est une plaie. Un coup, c'est machin. Donc, pendant plus de 6 mois facile, il a été sous cortisone locale, interne, antibio, anti-inflammatoire pendant bien longtemps. Jusqu'à que la vétérinaire du refuge me dise écoute, là, il va falloir que tu fasses faire une biopsie à ton chien parce que c'est pas possible d'enchaîner les médocs comme ça sans chercher qu'est-ce qui cause Mm. cette fameuse plaie aux oreilles, très symétrique. En plus, il avait les deux même de chaque côté. Donc, j'ai fini par faire une biopsie. Et du coup, retour d'analyse, le diagnostic est posé, il a la leishmaniose. Et à ce moment-là, ça faisait quelques semaines qu'en plus de ses plaies aux oreilles, il avait 2 gros nodules au bord de la queue qui se mettaient à saigner, qui purulaient. Il avait perdu quasiment tous ses poils à l'intérieur du ventre, à l'intérieur des pattes et tout. Donc vraiment, je pense que si il s'écoulait encore quelques mois sans qu'il y ait une vraie prise en charge de la maladie, je pense qu'il décédait. Mm. Ouais. Du Ok. coup, le diagnostic tombe. Donc, ce qui se passe quand un chien est atteint de la leishmaniose, si les reins sont OK, on met en place un traitement de glucantime. Donc, en gros, c'est un peu comme une chimio, quoi. C'est un peu équivalent à une chimio. D'accord. C'est des injections en intramusculaire pendant 2 mois, tous les 2 jours. Et en plus de ça, il a un traitement du coup médicamenteux à vie sous forme de comprimé. Et là, pour le coup, le traitement chimio a vraiment guéri, quoi. Enfin, guéri, non, Ok. parce qu'on ne guérit pas de la leishmaniose, ou en tout cas, c'est très rare, mais ça l'a stabilisé. Et il a jamais fait de rechute depuis. Donc, ça fait 5 ans qu'il est stable. Ok. Voilà. Waouh. Ouais. Déjà, c'est un énorme traitement. C'est un énorme traitement et c'était très dur parce que c'est un chien qui a du mal avec les inconnus, c'est un chien qui a du mal avec la manipulation. On était obligé de le tenir à 3 pour lui faire des injections et en plus c'était dans les lombaires, tu vois, donc ça finissait par durcir évidemment avec l'inflammation, donc à chaque fois ça lui faisait un peu plus mal que la veille et c'était horrible. Moi j'en pleurais parce que c'était vraiment très très compliqué de le voir dans cet état-là. Mm. Mais là pour le coup Il n'y avait pas le choix, quoi. ouais, c'était impératif. Ouais, ouais. Ouais, et puis, alors je pense bon, déjà, si tu as, on va dire un chien lambda qui a pas de problématique comportementale, déjà, de subir un C'est traitement clair. comme ça, bonjour. Mais en plus de ça, avec effectivement un Icar qui doit être muselé, qui peut pas voir de nouvelles personnes, parce que là, Mm. on est à 1 an après son adoption, du coup, ça, non, un peu moins, Non, là on est 1 an et demi. à non, je l'ai adopté en 2018. On est à 2 ans. 2 ans Ouais, après. ok. Ouais, mais bon, voilà, en tout Ouais, cas, ça reste, t'es pas encore tout à fait suivi. pas du tout. On va dire, voilà, t'as pas encore de suivi vraiment stable et tout. Et donc, se rajoute ça. Waouh. Ok. Et ça a des incidences sur ton quotidien encore aujourd'hui, la Oui, leishmaniose, ouais, j'imagine? complètement. Parce que même s'il est stabilisé, ça n'empêche que son système immunitaire se bat H24 et que c'est aussi une maladie. En fait, les leishmanies,
C'est des petits parasites qui se mettent dans le sang et qui se nourrissent un peu de tout. Donc, il y a de fortes chances pour qu'ils finissent de toute façon par en mourir parce que ça finit par souvent attaquer les viscères, quoi. Et du coup, la maladie elle-même attaquant pas mal de parties de son corps, dont le système locomoteur. Il a de l'arthrose depuis, même avant que je l'adopte, il avait déjà de l'arthrose au genou droit. Donc, très jeune, il a eu de l'arthrose liée à la maladie. Il a des problèmes digestifs liés à la maladie aussi, et qui sont aggravés par le fait que l'allopurinol, donc son traitement à vie quotidien, là, les effets secondaires, c'est des problèmes digestifs, en partie. Et du coup, il a pas mal de problèmes digestifs au quotidien et il peut avoir des douleurs aussi de l'arthrose. Alors, c'est pris en charge, mais j'ai pas trouvé de remède miracle jusqu'à maintenant, ni de médicament miracle. Donc évidemment, ça a un énorme impact, même je dirais, au quotidien, sur son stress, son niveau de stress, d'anxiété, d'excitation, son niveau de réactivité aussi, parce que en fonction des jours et comment il se sent dans son corps, ça varie, quoi. Et il y a des jours où il est plus douloureux que d'autres, plus inconfortable que d'autres, et dans ces jours-là, c'est compliqué. Ouais. Donc c'est un chien qui régresse facilement et beaucoup. Et du coup, j'ai dû faire le deuil du chien avec lequel j'atteindrai le bout du chemin avec un chien qui n'est plus réactif. Et ça n'arrivera jamais, ouais. parce que la maladie, parce que aussi sa sensibilité. Je pense qu'il n'y a pas que la maladie, mais clairement la maladie est un gros frein, quoi. Ouais. Si jamais ce sujet intéresse nos auditeurs, je les renverrai à l'épisode sur la douleur que j'avais fait avec Anaïs Allard il y a une petite année déjà maintenant, mais qui effectivement on parlait un peu des maladies, des douleurs chroniques qui s'installent et leur lien avec le comportement. Et effectivement, c'est la base. En fait. Si on est douloureux, on va pas passer une bonne journée et on va être irritable, etc. Et c'est exactement la même chose pour nos chiens. Ouais. Donc, quand il y a déjà des problématiques comportementales, etc., qui sont là, c'est d'autant plus difficile par la suite. C'est intéressant ce que tu t'amenais sur cette histoire de cette question du deuil du chien avec qui tu allais pouvoir du chien avec qui tu allais pouvoir vivre des aventures, quoi. T'as l'impression que cette image-là, elle est tombée quand, entre guillemets? Est-ce que t'as vite compris ça ou t'avais quand même j'ai très vite compris, mais par contre j'ai gardé espoir. Ouais. J'ai gardé espoir assez longtemps et disons que je pense que je l'ai même, si je l'ai accepté aujourd'hui quand même, mais c'est assez récent, honnêtement. Et parce que j'avais toujours... il y a une forme d'espoir qui vient. Et puis, en plus, ce qui est difficile pour moi, qui suis éduque depuis moins d'1 an, c'est que c'est dur de souvent voir des chiens qui ont à peu près les mêmes problématiques en cours et qui progressent beaucoup plus vite que mon chien. Alors que moi, je file les outils aux gens. Donc, c'est des gens qui doivent bricoler avec ce que je leur apporte et qui, forcément, n'ont pas la même gestion, je pense, aussi pointue au quotidien, tu vois, avec leur chien. Et pourtant, ils arrivent à avoir plus de résultats que moi, de qui c'est le métier, en gérant au quotidien, en travaillant avec lui. Ça fait facile 2 ans maintenant que je bosse à fond avec lui, avec tout ce que j'ai appris. Et j'ai moins de résultats avec mon propre chien qu'avec les chiens des clients. Donc, ça, c'est compliqué. Ouais, je te cache pas, c'est pas évident. Mais ouais, en vrai, le deuil, il se fait. Et de toute façon, j'ai bien compris que ça servait à rien d'avoir des attentes, que je serais forcément déçue et malheureuse au bout du compte. Et qu'il fallait que je l'accepte comme il est. Et il est cassé, quoi. C'est tout. En fait, ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'il y a notre... entre guillemets, notre fantasme, notre image mentale de tout ce qu'on va pouvoir vivre avec notre chien, qu'on a évidemment avant qu'il arrive, au début, puis après l'espoir qui entretient un petit peu cette image-là, etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi quand même le fait d'associer tous ces comportements à de l'inconfort quand même pour lui. En tout cas, quand on commence à rentrer un peu dans ces démarches-là, il y a, oui, c'est chiant pour moi, pour mon quotidien, mais il y a surtout, ça le met mal, en fait. Ça l'atteint et dans quelle mesure, en fait, on peut lui apporter quand même une vie heureuse malgré tous ces comportements-là. Et j'imagine que ça, c'est aussi une partie du deuil qui est difficile à faire. En fait, peut-être plus que sur nous, ce qu'on va vivre véritablement avec lui ou sur notre progression à nous, quoi. Ouais, complètement. En plus, là, accepter cette situation, ça veut dire accepter que je vais pas faire de voyage avec lui, accepter que
que ce que moi j'avais imaginé, que ce que beaucoup imaginent d'être l'épanouissement du chien, d'être aller en vacances, découvrir des nouveaux endroits tout le temps, jouer avec 36 000 chiens, découvrir des humains, découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles odeurs, des nouvelles textures, aller à la plage, aller à la Le mer. chien Instagram. Ouais, voilà, exactement. Mais on se dit, c'est très présent quand même dans l'imaginaire collectif de se dire que mon chien, pour être heureux, il faut qu'il vive plein de choses différentes. Et en fait, moi, ça a mis du temps pour que je comprenne que mon chien, pour être heureux, il avait besoin d'une routine, mais archi stricte, avec quand même relativement peu de variations. Il avait besoin de faire les mêmes chemins de balade tous les jours, dans un sens ou dans un autre. Mais quand je l'emmène en vacances, il est réactif voiture, tu vois, ce qui n'est pas au quotidien. Parce que en fait, le changer d'environnement, pour lui, c'est très dur. La capacité d'adaptation qu'il a, enfin, il le fait. Hein. Je vois qu'il est capable de s'adapter. Il m'impressionne sur plein de choses, mais ça lui coûte. Cognitivement parlant, il puise dans ses ressources à fond, quoi. Donc non, c'est pas ça qui va épanouir mon chien. Et il faut que j'accepte que l'aider à être épanoui, c'est garder la même routine, pas faire grand-chose de plus que d'habitude, pas partir en voyage. Pépère à la maison, dans sa bulle de sécurité. Clairement, voilà, quoi. pas rencontrer 36 chiens non plus parce qu'il en a pas envie. Ouais, c'est un vrai changement d'état d'esprit à avoir et je pense que c'est important d'en parler parce que ça concerne beaucoup plus de chiens qu'on ne le croit. Clairement. Et effectivement, on s'accroche très fort à cette idée du chien passe-partout, etc. On en a déjà parlé longuement dans le podcast, mais effectivement, c'est pas le cas de tous les chiens, quoi. Il y a vraiment ce Instagram versus réalité qui doit être pris en compte. Et des fois, c'est vrai que c'est presque plus dur pour nous que pour eux. En fait, une fois qu'ils ont trouvé leur routine, bah voilà, ils sont bien. Et quand on les voit progresser, etc., qu'on les voit un peu stabilisés, surtout, faut pas chercher forcément à aller plus loin, quoi. Ouais, complètement. C'est bien de s'arrêter là. Du coup, tu as quand même fini par réussir à trouver de la ressource et de la bonne ressource, j'imagine, pour accompagner Icar. Oui, ça a mis combien de temps, du coup, et est-ce que tu veux nous parler un peu de ce suivi-là? Ça fait 2 ans. Alors, pour le coup, j'ai pas revu d'éduc. J'ai fait avec... En fait, j'ai eu la chance au refuge d'avoir beaucoup d'intervenants, beaucoup d'éducateurs. Ouais. Et du coup, j'ai appris plein de choses. J'ai rempli ma boîte à outils avec plein d'outils d'éducateurs différents. J'ai fait des formations aussi via la SPA. Et en fait, aussi le quotidien de la SPA, c'est un autre sujet, mais qui est tellement intense et on est au contact de tellement de types de chiens, d'individus et de comportements différents que forcément ça forge une expérience assez intense. Et du coup, je me suis rempli une bonne mallette à outils qui m'a vraiment servi à commencer le travail avec mon chien. Et je ne l'ai pas commencé très tôt puisque je l'ai commencé qu'il y a 2 ans. En fait, quand j'ai quitté la SPA, j'ai trouvé la force de me mettre à travailler avec Icar parce que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que mon quotidien à la SPA, c'était épuisant. Épuisant. C'est un travail qui est violent physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Et du coup, quand tu passes ta journée, et puis évidemment, il y a des heures sup, quand tu passes ta journée à t'occuper d'une petite centaine de chiens, tous plus compliqués les uns que les autres, et normal parce que le contexte est hyper anxiogène, quand tu sors de chez toi, quand tu veux rentrer chez toi et qu'il faut en plus bosser avec ton chien réactif, autant te dire que c'était sans moi, quoi. Donc en gros, je le prenais avec moi au refuge. Il était dans une pièce pour les salariés. Il dormait sur le canapé toute la journée. Et puis le soir, quand je sortais du refuge, je l'emmenais dans les champs, je le lâchais, fais ta vie, il n'y a personne, je sais que tu es tranquille. Et ça s'arrêtait là, en fait. Je répondais à ses besoins, mais alors j'avais pas du tout l'énergie pour prendre en charge ces problématiques de comportement. Et donc j'ai trouvé l'énergie quand j'ai quitté la SPA et que j'ai eu du temps pour moi, de l'espace dans ma tête aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment actionner avec lui, que j'ai mis en place la désensibilisation, etc. Et j'ai commencé à avoir pas mal de résultats. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait une croix sur le fait d'avoir un chien qui ne sera plus réactif un jour. Ça n'arrivera pas. Mais par contre, je me suis outillée pour être en capacité de gérer ces moments-là. Et il a progressé dans le sens où il déclenche beaucoup moins fort, il déclenche beaucoup moins longtemps, il se remet beaucoup plus vite de ses émotions, il passe à autre chose assez rapidement. Donc tout ça, pour moi, c'est une forme de progrès qui est déjà assez énorme pour lui, quoi. Carrément. Carrément. Et ouais, j'imagine, effectivement, on n'a pas trop parlé de ton expérience
entre guillemets, dans la protection animale en tant que... Du coup, c'était quoi ton titre? C'était Agent animalier. Agent animalier. Ouais. Mais effectivement, on peut en parler un peu parce que j'imagine que ça impacte quand même la vie de parents de chiens, quand même, de voir autant de choses dans son quotidien. Tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, ben déjà par rapport à Icar, je pense que ça m'a fait vachement relativiser parce que j'avais tendance à culpabiliser, à me dire que j'en faisais pas assez pour mon chien, à me dire qu'il aurait besoin que je le sorte plus, il aurait besoin. Je culpabilisais aussi quand il était enfermé dans une pièce et que j'avais des invités à la maison, par exemple, tu vois. Ouais. Alors que lui, il était bien mieux sur son petit canapé en train de faire la sieste qu'en bas en train de paniquer ou d'agresser tout le monde. Et en fait, ça m'a fait relativiser, déjà de me dire, lui, il est passé par là. Pendant 4 ans et demi, il était dans 4 mètres carrés. Il sortait, allez, une demi-heure, 1 heure par semaine en balade. Et voilà, sa vie, c'était de l'enfermement, du stress, de l'angoisse quotidienne. Donc, quand je le sors une demi-heure par jour, stop, culpabiliser. Bah oui. Ça aide un peu à prendre du recul par rapport à ça, ouais. Ouais, franchement, par rapport à Icar, ça m'a vraiment aidé à déculpabiliser sur plein de choses. Et puis après, sur tout ce que ça m'a appris, là, on pourrait en parler pendant des heures, en fait. C'est inestimable. C'est à la fois une expérience qui m'a qui m'a marqué assez violemment, et à la fois inestimable à quel point ça m'a appris. Ouais. Ouais. Ouais, j'imagine, parce que oui, en termes de compétences et de lecture du chien, etc. Enfin, je pense que ouais, c'est une expérience dingue. Est-ce que tu as l'impression que Icar, dans tout ce chemin-là avec lui, c'est venu mettre le doigt sur des trucs, j'imagine parce que tu l'as adopté assez jeune, mais est-ce que toi, en termes de d'épanouissement, de recherche sur toi-même, sur ta compréhension de tes mécanismes, de ce que t'es, de comment tu vis les choses, ça c'est venu mettre le doigt sur des choses que Oui. tu n'avais pas prévues? Oui, complètement, évidemment. Déjà, ça m'a vachement souligné mon besoin de liberté et d'indépendance, qui du coup a été très mise à mal par Icar, puisque quand tu as un chien compliqué, tu n'as pas beaucoup de possibilités de le faire garder, par exemple, de partir sans lui. Donc ça joue aussi vachement. J'ai vécu pas mal avec ma mère, donc ça me laissait quand même vachement de liberté en vrai. Mais depuis que j'habite seule, c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point c'était précieux et à quel point, dans quelques années, quand j'aurai plus ces chiens-là, je pense que j'y réfléchirai à 2 fois avant de prendre un chien vraiment compliqué, quoi. Parce que ça, c'est une valeur qui est vraiment très précieuse pour moi au quotidien et pour mon épanouissement personnel. Et ce manque de liberté que ça peut impliquer d'avoir un chien qui a des problématiques, je l'ai bien ressenti, ouais. Et après, au niveau gestion émotionnelle, ça, je pense que tout le monde, on se rend compte à quel point. Tu le sais, caché quelque part. Ouais. Et en plus, alors Icar, c'est un vase communicant, c'est un truc de ouf. La moindre tension, le moindre stress, lui, il le voit et il le ressent et il l'exprime aussi. Donc quand je suis tendue, mon chien est encore plus tendu. Et évidemment, ça m'a appris à quel point apprendre à réguler mes émotions était déjà nécessaire pour mon bien-être à moi, mais aussi énormément pour les gens qui m'entourent, quoi. Bah ouais, parce que quand t'es mal et que t'as du mal à gérer tes émotions, les gens autour de toi, ils en pâtissent aussi forcément. Et lui, c'est le premier, vu que c'est celui qui est à mes côtés H24 tous les jours que Dieu fait. Et c'est celui qui peut d'ailleurs justement le plus subir mes élans d'émotion, mes colères. Alors, évidemment, je frappe pas mon chien, mais quand je suis énervée et que je suis fâchée, c'est lui qui ressent toute la tension, c'est lui qui me voit bouillir. Je peux crier, parfois je peux m'énerver. Donc ouais, ça c'est clairement un truc que je vais pas dire que j'ai appris parce que j'ai pas fini, mais il m'apprend en tout cas, c'est en cours, clairement. Ouais, et inversement, parce que en fait, une manière d'avoir un chien, ça fait vivre des émotions qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre ou qu'on n'aurait pas sans eux, en tout cas. Donc effectivement, c'est
c'est à double tranchant aussi. Enfin, Ouais. y a un peu un miroir là-dedans, quoi. Bah ouais, et puis en plus, il est tellement sensible que si moi, j'apprends pas à être là pour lui et à être stable dans ces moments-là où lui, justement, il a besoin d'être sécurisé, rassuré, bah, en fait, on va jamais s'en sortir, quoi. Mm, mm. Donc ça me force aussi quelque part à m'ancrer et à réaliser dans ces moments-là qu'il faut que je prenne sur moi et que j'arrive à avoir des ressources qui m'aident à gérer tout ça, quoi. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est quelque chose d'assez commun à toutes les personnes qui ont effectivement Ouais. un chien qui demande à ce que ça soit solide, quoi, Ouais. autour d'eux. Et c'est vrai que des fois, ça vient un peu mettre le doigt là-dessus. Alors, j'imagine en bien, parce que à la fin, ça te fait vachement progresser, mais c'est pas simple. Non. J'imagine. Non. J'imagine. Trop bien. Et donc, du coup, depuis quelques mois, tu as une nouvelle recrue. Oui. Tu veux nous en parler un Comme peu? si ma vie n'était pas assez compliquée, tu vois. L'amour du challenge. Ouais, du coup, depuis 4 mois, j'ai adopté Esco. Ouais. Donc du coup, lui et moi, on a une histoire un peu particulière parce qu'on se connaît depuis 6 ans, puisqu'il était déjà à la SPA quand j'ai commencé en tant qu'agent animalier. Il était là depuis quelques mois. C'est un chien on ne sait pas trop ce qu'il a vécu avant, il vient de la fourrière, donc on n'a pas du tout idée claire de ce qu'il a vécu. On peut se douter qu'il a subi certainement des violences parce que c'est un chien qui a des grosses problématiques au contact physique avec l'humain. Et qui a mordu quand même quelques fois, qui a fait 2 adoptions et 2 retours d'adoption. Pour ça, alors la première adoption, c'était a priori une bagarre qui a éclaté entre les humains et il a sauté dans le tas. Donc il a été ramené pour ça. Et la deuxième adoption, c'était moi qui l'avais faite d'ailleurs. Ils sont venus pendant des semaines pour le rencontrer parce que je voulais vraiment qu'ils comprennent la problématique. Qu'ils intègrent le fait que ils partaient sur un chien vraiment compliqué et que là pendant des mois ils pourraient pas le toucher, donc il allait falloir accepter le fait que là ils puissent pas faire des câlins avec leur chien. Et ils l'ont caressé au bout de 3 jours, il a mordu, il est revenu et il est jamais reparti depuis. Et cette adoption c'était en 2021 je crois, ou 2022. Okay. Voilà, donc à la fin de l'année ça allait faire 7 ans qu'il était en boxe. Je sais pas trop pourquoi lui et moi on a développé une vraie relation. Je sais que j'ai commencé à le sortir en balade assez rapidement en 2019 ou en 2020 et j'ai passé 1 an à le sortir sans le toucher. Juste je l'emmenais en balade, la mise du harness faisait, c'était un peu compliqué mais ça se faisait, et je l'emmenais en balade, je lui racontais ma vie et il se passait pas grand chose de plus, je le ramenais en boxe et voilà. Et puis petit à petit, on a commencé à se toucher. Et ça s'est fait vraiment, j'ai pris des précautions. Hein. Et aujourd'hui, en fait, on a une super relation. Mais même avant que je l'adopte, on avait déjà une super relation de confiance où on pouvait faire des vrais câlins. Il s'allongeait sur moi. Je me suis jamais emballée. Je peux pas lui faire des manipulations, genre lui prendre les pattes, lui retirer un truc de la gueule. Tu vois, je vais pas m'emballer là-dessus. Mais on peut faire des câlins vraiment très cool. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a tout un remaniement aujourd'hui à la SPA qui il se questionne sur les chiens qui sont compliqués et qui sont vraiment difficiles à placer et qui ont fait des parcours aussi longs au sein de la SPA. Et c'est un débat qui est forcément qui se discute évidemment, qui est pertinent. Est-ce que c'est intelligent finalement de garder un chien pendant 7 ans qui prend la place d'un box qui pourrait éventuellement faire passer et sortir des dizaines, voire des centaines de chiens, quoi. Donc voilà, le débat se pose et il y a un nouveau système de commission chiens difficiles maintenant. Et du coup, il allait passer en commission de chiens difficiles et je sais que les pronostics n'étaient pas hyper bons pour lui parce que c'est un chien qui ne pouvait pas être transféré dans d'autres refuges. Ce qu'on peut faire avec pas mal de chiens, transférer dans un autre refuge pour le remettre en avant, essayer une nouvelle dynamique, changer l'environnement. Sur pas mal de chiens, ça marche très bien. Lui qui est très particulier, qui a une problématique très particulière et qui est très sensible au changement d'environnement, on s'est dit c'était peut-être pas un bon move de l'envoyer ailleurs et de mettre potentiellement les agents en danger, quoi. Donc la SPA a statué qu'il ne serait pas transférable et du coup, il ne restait pas beaucoup d'options.
Il reste le travail ou une fin de vie. Et le travail qui pouvait très certainement être envisagé, mais le souci, c'est qu'ils allaient obtenir des résultats avec l'humain qui allait bosser avec lui, mais ça changerait absolument rien à la problématique qui est que les humains qui ne le connaîtront pas devront passer par cette phase de connaissance qui peut être longue et dangereuse, et surtout, dangereuse, c'est pas un monstre non plus, hein, il a jamais arraché des membres, il fait des trous, il mord, mais c'est pas non plus un démon. Mais c'est vrai que c'est pas un chien qu'on peut mettre dans les mains de n'importe qui, et ça demande une technicité quand même assez pointue, et en plus de ça, même pour des gens qui seraient même, je pense, pour des édus, qui pourraient être compliqués parce qu'il a un langage corporel, il a une communication qui est très particulière. On n'a jamais vu un autre chien communiquer comme lui. Voilà. Okay. Donc, moi, sachant ça, et sachant que si jamais il y avait une demande d'euthanasie, c'était trop tard pour me manifester, ce qui paraît normal, hein, parce que si après j'arrive après la demande d'euthanasie, que je le prends et qu'il se passe un truc chez moi, c'est la SPA qui est en tort, quoi. Donc c'est normal. Et du coup, ça m'a fait paniquer, et j'ai dit j'arrive. Je viens, je vais le récupérer, parce que je veux pas imaginer en fait qu'il finisse sa vie après 7 ans de boxe sans avoir connu ce que c'est une vie normale, quoi. Chose. Ouais. Voilà. Et je savais que j'avais la relation qu'il fallait avec lui pour assumer ce quotidien, quoi. Je me sentais de vivre avec lui au quotidien. Ouais. Voilà. Là, à ce moment-là, du coup, tu étais plus agent animalier non. À la SPA déjà ? Non, j'étais plus agent. Ok. Mais bon, j'imagine que tu avais toujours un peu de, oui. Un peu de contact. Bien sûr. Je forme en plus les bénévoles au chenil, donc oui, je suis encore en étroit lien avec eux. Ouais. Ok, très bien. Donc du coup, tu prends la décision de l'adopter ? Ouais, je prends la décision de l'adopter. Je les préviens en avance, j'avais besoin de tout mettre en place, parce que c'est un chien qui, du coup, n'a jamais connu vraiment la vie en intérieur. Et en boxe, il détruisait énormément. Il détruisait tout ce qu'on lui mettait. S'il y avait un panier, une couverture, un jouet, il détruisait tout. Donc, moi, j'avais déjà un peu pré-shot que potentiellement, dans ma maison, si je le laissais seul, j'allais retrouver une maison en miettes. J'ai la chance d'avoir j'ai pas de jardin, mais j'ai une petite cour, et en face de ma maison, il y a une espèce de maison un peu à l'abandon avec un garage en dessous, et au-dessus, il y a une belle pièce avec une grande fenêtre, une porte, même une petite cheminée. Enfin, c'est une pièce qui est vraiment chouette, qui doit faire 13 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, écoute, je vais aménager la dépendance là-haut, et ce sera la pièce dans laquelle il sera quand je suis pas là, quand il y a Munel, parce que aussi une des problématiques, c'est que ma chatte Munel... Et il veut un peu la manger, voilà. Donc c'est beaucoup trop risqué de les faire vivre au quotidien ensemble, et encore plus de partir et de les laisser ensemble. Et la troisième complication, c'est avec mon chien Icar, du coup. Donc ils s'entendent, mais en intérieur, c'est encore compliqué. Donc l'idée, c'était, ça va permettre de faire une habituation progressive et de le rentrer progressivement dans la maison avec moi, et ensuite dans la maison avec moi et Icar. Mais je savais que dans les premiers temps, c'était beaucoup trop risqué d'avoir les trois d'ailleurs, en même temps dans la maison ensemble. Et d'ailleurs, ils se sont battus au début de l'adoption, peut-être 2 semaines après. Donc ça m'a vraiment... je m'étais un petit peu emballée à ce moment-là. Ça m'a vraiment remis les pieds sur terre, et je me suis dit, ok, faut pas que je déconne. Parce qu'en plus, Icar, c'est un petit croisé berger, il fait 23 kilos. Esco, c'est un croisé labrador rot, il fait 35 kilos. Voilà, quand ils se sont battus avec Icar, j'ai eu un petit peu peur pour Icar, je te cache pas. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, donc c'est un contexte qui est très particulier. Il vit pas vraiment dans la maison, il est pas H24 avec nous, et du coup ça demande une logistique de dingue, qui est quand il est avec moi j'ai un grand séjour ouvert cuisine-salon. Munel, elle est forcément à l'étage enfermée, et il faut que je fasse hyper attention à ça, parce que si jamais j'oublie une porte et qu'elle descend, potentiellement c'est ciao. Donc il y a une notion de sécurité aussi qui est hyper importante, et qui pour l'instant constitue mon quotidien. Ouais. Et c'est une charge mentale énorme. Énorme. Déjà quand tu as un chien, j'imagine comme Icar, où chaque sortie demande 300% d'attention, d'hypervigilance qu'on développe. Nous aussi, en tant qu'humains, c'est déjà beaucoup. Mais quand c'est à l'intérieur de chez toi, c'est encore autre chose, quoi. C'est encore un autre délire. Ah, c'est un autre délire. Je me pensais déjà assez surchargée mentalement par Icar, mais alors là, j'ai atteint un step où je me dis, finalement, c'était pas si bien.
Donc voilà, j'ai bon espoir que j'arrive à trouver un peu plus de fluidité là-dedans. Déjà, ça fait quelques semaines que j'arrive à les mettre ensemble, Icar et Esco, à l'intérieur dans la maison. Donc ça, c'est cool. Pas toute la journée, pas aux alentours des horaires de repas. Je dois retirer aussi toutes les ressources. Enfin, je fais parce que les deux, évidemment, font de la protection de ressources, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, ça demande un aménagement qui est très particulier. Mais je suis passée de quand je prends Esco dans la maison, il faut qu'Icar soit dans une pièce à l'étage, maintenant je peux prendre Esco même si Icar est avec moi en bas. Donc déjà ça c'est cool, c'est une belle progression. Ouais. Et voilà. Ouais. Ok. Et en balade, ça se passe comment du coup avec Esco ? En balade, ça se passe très bien. Lui, Ok. en plus, c'est un plaisir. Il n'est pas réactif pour un sou. Il a une stratégie d'évitement qui est incroyable. J'ai rien à faire. S'il est mal à l'aise par quelque chose, il stoppe, il réfléchit une seconde, hop, il change de direction, il fait demi-tour. Il est merveilleux là-dessus. C'est vraiment un régal de me balader avec lui. J'ai redécouvert ce que c'était de discuter avec les gens dans la rue. Avec mon chien, quoi. Je peux répondre quand on me dit bonjour, c'est quelle race, il a quel âge. Je peux discuter et ça, c'est vraiment fou. Ça faisait 7 ans que j'avais pas connu ça. Et en balade, les deux, ce qui est cool, c'est que ça se passe bien. Ils ont un super rappel. Puis j'habite maintenant dans le Loiret, des champs à perte de vue, il n'y a jamais âme qui vive. Donc quand j'ai un petit peu trop de charge mentale, en gros, je les sors principalement séparément. On va dire 3 fois par jour séparément, et je fais une grosse balade où, au lieu de me taper les 60 kilos de chien et traverser dans la rue, potentiellement faire des croisements et tout, je les mets dans la voiture, je vais dans les champs, c'est pas très écolo, mais c'est pour ma santé mentale. Bah oui. Je vais dans les champs, j'ouvre, hop, tout le monde fait sa vie, je détache, et voilà. Okay. Et en balade, ça se passe super bien parce que ils ont de l'espace chacun, y a pas de ressources, ils font des trucs ensemble même, donc c'est assez cool ça. Ouais. Trop bien, puis j'imagine que l'un comme l'autre, alors évidemment avec leur passé, aux âges qu'ils ont, etc., ça prend du temps de créer du lien entre eux, mais c'est une expérience incroyable pour eux, ce que tu leur offres là comme cadre de vie est super chouette, quoi. Donc ouais, c'est beaucoup de sacrifices, Oui. mais j'imagine, j'espère, je pense qu'ils te diront merci. J'espère. Ça a été compliqué quand même depuis l'adoption parce que Icar, il a vachement régressé, honnêtement. Là, c'est un petit peu mieux depuis, je dirais, 1 mois. C'est un petit peu mieux quand même. Il commence à s'habituer. Mais voilà, c'est un chien qui a cette sensibilité-là et je pense que c'est un chien qui a clairement un trouble autistique, qui a vraiment du mal avec la nouveauté. Il stéréotype beaucoup. Dès qu'il a une petite émotion un peu forte qu'il a du mal à gérer, il spin. Je sais pas si tu vois, mais il tourne en rond. C'est quoi, il tourne ? Ouais, il tourne en rond. Donc voilà, il est un peu obsessionnel sur plein de choses et du coup, il peut faire des fixettes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec depuis la bagarre avec Esco, il a fait une fixette. C'est un chien qui, de base, a besoin vraiment beaucoup de temps avant d'être à l'aise avec les autres chiens. Mais alors là, jamais ça a été aussi long. Et en fait, il a eu tellement peur, je pense, qu'il a complètement bloqué. Et il pouvait même plus croiser Esco de près sans se figer, sans vraiment stopper et être prêt à potentiellement partir à la bagarre, quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas d'Esco, qui était ultra détente et vraiment chill avec lui. Mais il a vraiment fait une grosse fixette. Et du coup, suite à la bagarre, j'ai vu quand même une grosse régression de sa réactivité. Et même de son stress en intérieur, la réactivité au bruit. Il avait beaucoup plus de mal à se poser. Il a commencé à avoir... les problèmes digestifs se sont aggravés. Donc voilà, ça a été un peu dur pour moi parce que j'avais l'impression d'avoir mis mon chien dans une situation qui était vraiment, vraiment pas cool, quoi. Et là, depuis quelques semaines, ça commence à aller mieux, mais parce que je prends du temps. Tu bosses nuit et jour. Ouais, je bosse nuit et jour. Laisse tomber. J'y vais vraiment petit à petit, progressivement. Je brûle 0 étape. Je prends même plus de temps, je pense, que ce qu'il est nécessaire d'en prendre. Et donc, ouais, c'est un petit peu mieux depuis quelques temps. Et j'espère... J'ai pas envie d'y mettre trop d'espoir parce que j'ai pas envie de m'accrocher à ça et de finir par être déçue. Mais j'espère quand même que leur relation va finir par être plus fluide et plus facile, quoi. Bah ouais, carrément. Je te le souhaite en tout cas parce que ouais, c'est beaucoup. Et puis après, voilà, c'est cool déjà s'ils partagent des choses ensemble, s'ils arrivent à être côte à côte. Enfin, c'est qu'il y a aussi de la confiance qui se développe aussi entre eux. Donc,
Donc c'est chouette, mais ouais, ça brasse. Oui, Ça brasse. je te cache pas, je suis fatiguée. Ouais. Et ouais, comme tu disais dans ton mail aussi, surtout avec Esco, du coup, il y a eu un peu ce changement de statut Ouais, de la personne qui en prend soin au refuge à un peu plus maman, entre guillemets, ouais. à la maison, quoi. Et effectivement, ça va pas forcément être simple. Alors, ni dans ta relation avec Icar, parce que j'imagine à quel point c'est 300% de ta vie, mais ni non plus par rapport à lui, parce que j'imagine, j'ai jamais travaillé dans la protection animale, mais moi, dans mon métier déjà, de voir plein de chiens, ça demande quand même de mettre de la distance parce que forcément, notre cœur de passionné de chiens, on a envie de tous les aider, de tous en prendre soin à la hauteur de ce qu'ils méritent. Mais là, j'imagine que quand on travaille en refuge, cette question ne peut même pas, ne peut même pas apparaître. Donc, comment tu as réussi finalement à faire ce switch de te dire, c'est Esco, tu vois, que j'adopte finalement de tous ceux des milliers de chiens que tu avais passés, c'est lui, quoi. Il y a peut-être un peu ce truc de dernière chance aussi pour lui, j'imagine. Complètement. Déjà, il faisait partie des chiens qui... Chaque agent a forcément ses petits 2-3 chiens avec lesquels il a plus d'affinité, avec lesquels il lie vraiment une relation plus approfondie que les autres. On a tous un petit peu nos chouchous. Et Esco, déjà, il faisait partie de mes chouchous. Donc voilà. Et après, effectivement, cette notion de la dernière chance, en fait, c'est ça. Hein. Si je suis très honnête, c'est pas un choix à proprement parler, dans le sens où si il n'y avait pas eu de risque pour lui, en fait, si j'avais voulu l'adopter, je l'aurais fait depuis longtemps. Hein. Là, je savais en fait dans quelle galère j'allais me mettre, donc j'avais pas forcément envie de l'adopter. Et de me dire que si je le sortais pas de là, personne n'allait le faire et que j'allais devoir me regarder dans le miroir en me disant je serai là le jour de l'euthanasie. Non, en fait, c'était pas possible, c'était impossible de l'imaginer, surtout que j'en ai vu des chiens partir d'euthanasie, alors pas du tout dans ce contexte-là, mais des chiens qui ont passé des années en boxe et qui ont fini par faire un AVC, un cancer, une hémorragie et qu'on a dû endormir après cette vie de merde, honnêtement, ça a été traumatisant. Donc là, me dire que j'allais potentiellement laisser Esco partir alors qu'il était encore en forme, qu'il n'avait pas de problème de santé, et que je pouvais, moi, l'assumer au quotidien, en fait, ça s'est imposé, si tu veux. Ouais. Donc voilà. Et après, si je suis très honnête, j'ai quand même fait un bon petit doggy blues. Hein. Un petit doggy blues des familles où les premiers mois ont été vraiment compliqués. En plus, du coup, il détruisait tout, il n'était pas propre, il était vraiment en angoisse. Oui, parce que lui, pour le coup, il n'avait jamais du tout connu la vie en maison. Je pense pas, ou en tout cas, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas connu ce que c'était de vivre dans une maison. Et les 3 premiers jours, comme beaucoup de chiens, il a été inhibé. Puis après, il a tout défoncé, tout ce qui était dans sa pièce, il a tout arraché. Il faisait pipi partout. Alors moi, en termes de charge mentale, ça allait parce que c'était la dépendance et franchement, je m'en foutais. J'avais prévu qu'il détruise, donc ça allait. Mais c'était dur de voir à quel point il y avait des choses à extérioriser et à quel point c'était intense, quoi. Donc il a été mis sous fluoxétine au bout de 2 mois. Ça lui a fait vachement de bien, franchement, mais le jour et la nuit, ça a vraiment complètement apaisé ses angoisses. Mais par contre, pour moi, en termes de charge mentale, et en plus, je te disais tout à l'heure que je réalisais à quel point la liberté et l'indépendance, c'était hyper important pour moi, là, je me rajoute un fardeau où, Dieu merci, mon ami Adé, gros big up à lui, me permet d'avoir des petites pauses, parce que c'est un ami qui est agent animalier encore et qui le connaît depuis 6 ans. Il a la possibilité de le garder. Du coup, c'est une énorme fenêtre de respiration pour moi de pouvoir le mettre là-bas, parce que si j'avais pas mon ami Adé, j'aurais même pas de quoi souffler, tu vois. Donc vraiment, il y a eu ce moment-là où au début, je me suis dit, mais tu vas douiller, meuf. Tu vas vraiment, vraiment, vraiment douiller. Et là, tu t'es mis une balle dans le 2e pied qui te restait, quoi. Donc j'ai traversé une période très compliquée moralement, mais là ça commence à aller mieux. Je vois un petit peu la lumière au bout du tunnel. Ouais. Et donc tout ça en parallèle de ton activité, parce que du coup tu t'es lancée aussi il y a 1 an à ton compte. Donc j'imagine que c'est bien l'été là. Je pars demain là, quelques jours en vacances. Je trépigne, je vais pas te mentir.
Je pense que ça va être trop court. Là, je pars que 5 jours, mais il va falloir que je me trouve de toute façon des temps de pause parce que sinon je vais péter un câble, ça va être douloureux pour moi, ça va être pas cool pour les chiens non plus parce que ça va forcément déborder sur eux. Donc il va falloir absolument que je trouve de quoi faire des pauses dans cette vie-là. Mmh, mmh. Tu as de la ressource, tu es entourée, donc tu nous parlais de ton ami, mais tu as de la ressource autour de toi pour t'épauler un peu, pour en parler, pour souffler un peu Ouais, de tout pour ça. en parler, je suis suivie en psy en plus, donc ça me fait vraiment du bien. Et oui, j'ai des amis et des épaules avec lesquels je peux en parler. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir des amis qui sont dans la protection animale et qui, eux, leur quotidien, c'est les chiens, donc ils comprennent parfaitement tout ce que je leur raconte et à quel point c'est une grosse charge mentale. Donc ça, c'est chouette. Icar, depuis le temps qu'il est dans ma vie, il connaît quand même vraiment beaucoup de gens dans mon entourage, donc j'ai aussi beaucoup plus de solutions pour le faire garder. Donc ça, c'est cool aussi. Et puis Munel, zéro charge mentale, c'est juste un petit beignet au sucre. Donc ouais, j'ai un peu de ressources. Il faut que j'arrive. J'aimerais en trouver d'autres pour Esco parce que le fait que tout repose sur Adélien, voilà, ça me met un peu la pression et j'aimerais bien l'alléger de cette charge. Mais c'est déjà énorme. Ok, trop cool. Waouh, bravo à toi. Merci. C'est génial. Est-ce qu'il y a des ressources que tu voudrais partager au micro? Oui, un compte Instagram. Désolée pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'anglais parce que c'est un anglais. C'est Dreadyvet, Dreadyvet. C'est un vétérinaire anglais qui parle d'animaux, mais aussi énormément d'humains et de toute la société qui s'articule autour. Et alors c'est presque politique par moment. Mais moi, je suis ultra alignée avec ce qu'il raconte et je trouve que c'est un conte qui fait vraiment du bien et qui mérite à gagner en visibilité. Donc, je vous invite à aller voir Dreadyvet sur Insta. Trop cool, je ne connaissais pas du tout, donc j'ai hâte d'aller découvrir ça. Tu me diras. Merci, ouais, je regarderai ça avec attention. Trop cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais écouter, entendre au micro de la niche? Est-ce que tu voudrais passer le micro à quelqu'un? Oui, j'aimerais bien entendre Aurélie Santin, Canis Familiae. Je ne sais pas si tu connais. Ça me parle. C'est une éducatrice qui est maintenant à temps plein intervenante en refuge. Moi, je l'ai rencontrée à la SPA de Chamarande, du coup, où elle a été intervenante et où elle m'a appris énormément, et notamment sur les soins coopératifs. Et maintenant que c'est son métier à temps plein, je pense qu'elle aurait énormément de choses à dire sur son travail d'éduc en refuge. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment cool qu'elle passe. Trop cool. Ok. Bah parfait. Son nom me dit quelque chose, mais je la connais pas plus que ça, donc trop cool. J'en prends note. Trop bien. Et j'ai oublié de te poser la question de signature du podcast. Du coup, et en plus, je pense que tu as des choses à dire. Qu'est-ce que ça t'a appris, du coup, cette double expérience là avec Icar et avec Esco, qui est un peu plus récente, mais qu'est-ce que ça t'a appris de vivre avec eux? Je vais radoter un peu sur ce que j'ai dit, mais la régulation émotionnelle et à quel point c'est indispensable de se faire accompagner déjà, de se faire accompagner par des pros, parce qu'avoir un entourage sur lequel s'appuyer, c'est hyper important, mais avoir des pros de qui c'est le métier pour aider à gérer toute cette charge mentale justement et émotionnelle au quotidien et s'outiller face à ça, pour moi, c'est un indispensable et je suis relou avec mes clients qui se font pas suivre alors qu'ils ont une charge mentale de dingue. Je leur dis, allez, trouvez-vous un psy qui comprend évidemment, parce qu'il faut un psy, idéalement un psy comportementaliste canin, hein, c'est super pour bien comprendre, mais il faut s'aider de pros qui aident vraiment à trouver des solutions concrètes dans nos quotidiens. Et du coup, je réalise à quel point j'ai besoin, moi, d'apprendre à gérer mes émotions et à quel point c'est un cadeau pour tout le monde quand je le fais. Ça, je pense que c'est... il y en aurait 10 000 des leçons, mais la leçon la plus importante, c'est celle-ci, quoi. À quel point apprendre à se gérer ne fait pas uniquement du bien à soi-même, mais aussi à tous ceux qui nous entourent. Ouais. Et je pense que c'est aussi un truc qu'on travaille beaucoup aussi dans un suivi comportemental. Ouais. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont voir un comportementaliste quand ils sont au bout du rouleau avec leur chien et pour des problématiques canines uniquement. Et en fait, des fois, la priorité, c'est juste
de venir poser ce que tu as à poser, raconter ce que ça te fait vivre, trouver des ressources pour toi, pour te mettre en réussite, avant même qu'on s'attaque Ouais, à ton chien et c'est clair. qu'on s'attaque au cas de ton chien et aux outils qu'on va lui apprendre et lui apporter. Et effectivement, je trouve que ces deux choses-là vont vraiment avec ce que tu disais dans le fait de se faire accompagner, d'avoir de la ressource, etc. C'est hyper précieux en fait. Ouais. C'est indispensable. Ouais. Bah oui, il y a des cours où, tu vois, avec les clients, on va même pas faire d'exercice ou quoi que ce soit avec le chien. On va même pas parler d'aménagement d'environnement, ou on va même pas aborder le chien. On va vraiment juste échanger. Ça arrive qu'il y ait des séances où ce soit, là, j'ai besoin de tout déposer, tout larguer et de... Presque, ça se transforme un peu en séance de psy, quoi. Je suppose que ça t'arrive aussi un petit peu. Bien sûr. Mais du coup, d'où l'importance que... moi, je suis pas psy, je suis pas formée pour, et même si je pense que j'ai une oreille qui est pas dégueu, et j'ai du coup, comme avec mon vécu, je peux quand même apporter pas mal de ressources à mes clients, mais je trouve que c'est important quand même de se faire suivre par quelqu'un de qui c'est le métier, quoi. Bah ouais, carrément. Ouais. Ouais, moi c'est vraiment ça que j'ai mis en place avec mon coaching en ligne en fait. C'est que on va quand même travailler sur des concepts pour le chien, mais c'est aussi un espace pour l'humain pour venir Ouais. raconter peut-être 2 fois par mois pendant 30 minutes comment ça se passe en ce moment, faire le point sur la routine, Ouais, c'est faire trop le bien. point sur les aménagements et tout ça. Et ça c'est vrai que tous mes clients qui se font en suivi, j'en ai de plus en plus d'ailleurs, sont très contents de ça, quoi. Bah D'avoir cet oui, espace à on en a dispo. besoin en fait quand on vit avec des chiens, qu'ils soient compliqués ou non d'ailleurs, en fonction Ouais, de carrément. notre charge mentale avec nous et de notre quotidien, juste en parler parfois ça fait trop du bien, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Trop bien. Et je rebondis sur ce que tu disais au début sur le côté, je sais pas si je le laisserai ou pas, mais sur le côté, moi j'ai l'impression de ne pas avancer avec mon chien et pour autant mes clients avancent plus que moi, tu vois. Ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment, ça nourrit complètement notre syndrome de l'imposteur, de dire mais pourquoi me ferait-on appel alors que moi-même je galère avec mon chien, etc. Mais justement, je trouve que c'est ça aussi la plus-value et ce message va nous servir à toutes les deux, tu vois, mais d'aller voir quelqu'un qui va regarder les choses de manière objective, ce que nous n'avons pas avec nos chiens. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas, hein, clairement. C'est Oui. pour ça que, Non, mais c'est souvent, clair. la charge émotionnelle n'est pas du tout la même quand on accompagne nos clients que quand Ouais. on s'accompagne soi-même et son chien. Et voilà, et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une quantité d'expérience sur une thématique similaire. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir nous-mêmes réussi à boucler ça de notre côté pour pouvoir bien vous accompagner. Au contraire, Oui. je pense qu'on n'accompagne jamais mieux que les binômes qu'on regarde avec objectivité, quoi. Ouais, c'est clair. Et Et d'ailleurs, avec lesquels on est plus je détaché. me suis souvent fait la réflexion de... Ça pourrait pas être con de prendre un éduc pour moi et mes chiens, tu vois. Par exemple. Parce que ça apporterait vraiment de l'objectivité sur tout ça, du recul en fait sur la situation et très certainement des idées que j'ai jamais eues. Donc ouais, carrément, je pense que même les éducs devraient avoir des éducs. Comme les psys ont des psys, hein. Oui, voilà, mais oui, On en de la plus. supervision psy. Bah ouais, C'est complètement. trop bien. Bon, bah super, on terminera là-dessus. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas amené que tu aurais voulu aborder? Écoute, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses quand même, hein, franchement. Bon, sur le refuge, je pense que ça pourrait mériter des épisodes entiers à eux tout seuls. Ouais. Mais ouais, et sur ce que je disais sur Icar, là, par rapport au fait que je pense qu'il a un spectre autistique, je sais pas, toi, ce que t'en penses et si tu veux le laisser, parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop rentré dans les détails et j'ai pas envie que ce soit interprété n'importe comment et qu'on se dise que je me base sur 3 trucs précis pour dire que mon chien il est autiste. Bien sûr. Mais je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant et ouais, il y a plein de trucs à dire là-dessus aussi. Ouais, carrément. Je sais pas, j'avoue que je me suis pas trop penchée sur la question. Je sais pas en termes de ressources, d'études, tu vois. Il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, effectivement. C'est encore un terme un peu difficile à poser sur les chiens, mais on avait beaucoup parlé du HSHA pendant une période. Ouais. Bon, on revient un peu dessus maintenant. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est un vrai sujet intéressant. Ouais. Donc non, mais je le laisserai, si ça te va. Ça me va. J'espère que juste j'ai pas été trop
évasive et que ça va pas être mal interprété. Ou, voilà. Ouais, non, mais je pense pas. En tout cas, effectivement, tu te bases forcément sur d'autres choses et pas que sur le fait qu'il spleen. Ah oui. Non, c'est pas l'unique argument. C'est ça. Trop cool. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette discussion hyper chouette. J'aimerais trop continuer encore sur plein de sujets, mais moi aussi. Faut qu'on s'arrête là. mais merci beaucoup en tout cas, et je te dis à bientôt. Avec grand plaisir, et merci beaucoup pour l'accueil, c'était trop cool. Trop chouette. Salut. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec Jeanne et moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @lavoixd'Icare et @lanicheaventure. Et si votre chien est déjà ado ou adulte et que vous voulez continuer à progresser dans votre relation, je vous invite à rejoindre le Club des Explorateurs. C'est ma communauté en ligne dédiée aux dog parents engagés dans l'éducation de leur chien. Vous y trouverez un canal Discord hyper actif et surtout chaque mois, 2 heures de coaching collectif autour d'une thématique pour répondre à vos questions, vous inspirer et échanger avec d'autres dog parents. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!